Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Dites-le franchement sur Sud Radio avec Chloé Morin et Eric Revel. On va commencer par parler, débattre et s'inquiéter peut-être sans doute de ces plans sociaux qui se multiplient, Auchan, Michelin et tant d'autres. Vous nous en avez parlé, Eric Revel. L'avenir est très inquiétant de ce point de vue-là. Il est inquiétant parce que vous avez plusieurs phénomènes qui se conjuguent pour assécher le marché du travail en France. Vous avez la situation industrielle de groupes qui ont pris de plein fouet l'augmentation de l'énergie, la concurrence. Vous avez des restructurations très fortes, notamment dans le secteur de la grande distribution. Vous en avez parlé, Benjamin. Auchan qui licencie, mais Casino aussi. Casino qui a été repris, vous savez. Et Casino qui va sans doute annoncer plusieurs milliers de postes supplémentaires supprimés. Donc vous avez ça, puis vous avez des secteurs qui prennent de plein fouet la concurrence avec l'extérieur, et notamment avec la Chine ou les États-Unis. Le secteur automobile, et puis l'arrivée de Trump au pouvoir. L'arrivée de Trump au pouvoir, on verra s'il applique ce qu'il a promis. Mais quand le président américain dit America First, ça veut dire qu'il va tout faire pour que ces groupes industriels ou secteur automobile soient protégés. Alors que l'Europe, elle charge la barque pour les constructeurs européens. Vous ajoutez à ça des subventions colossales aux États-Unis, plus une énergie justement pas chère. Le gaz de schiste, par exemple. Bien sûr. Vous avez des tas de groupes européens et sans doute français qui se posent la question de se délocaliser aux États-Unis. Donc, si vous vous délocalisez, vous emportez avec vous vos emplois. Et donc, on va avoir un chômage qui va remonter dans ce pays. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que peut-être l'un des seuls arguments du bilan économique positif qu'on pouvait encore espérer pour Macron. Sur le chômage. Vous avez promis le plein emploi en 2027. Même celui-là, si vous voulez, ça va se terminer en fiasco. Chloé Morin, là-dessus. Alors pour le coup, il est plus responsable des choix économiques qui vont être faits. Mais je suis d'accord, c'est assez terrible pour lui parce que l'opinion publique avait quand même globalement intégré l'idée que l'objectif emploi, alors peut-être pas plein emploi, mais l'objectif emploi avait été atteint. On le voit dans les enquêtes d'opinion parce que la priorité qui avait été donnée à la baisse du chômage depuis des années n'existait plus. C'est-à-dire que désormais, les gens nous parlent de santé, de pouvoir d'achat évidemment, d'insécurité, mais ils parlaient beaucoup moins d'emploi. Parce que l'emploi, c'était acquis entre guillemets, quoi. Ouais. C'est ça. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, cette case-là qui avait été cochée par Emmanuel Macron, en fait, n'était pas acquise. Mais vous savez, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec François Hollande, il était très impopulaire, il avait 11% de cote de popularité. D'ailleurs, au rythme où vont les choses, Emmanuel Macron va se retrouver au même niveau, il est à 17% aujourd'hui. Mais surtout, Hollande, il guettait une chose pour voir s'il allait se représenter ou pas, c'était l'inversion de la courbe du chômage, vous vous souvenez ? Alors, l'inversion de la courbe du chômage, elle est intervenue trop tard, et Hollande, président, a considéré que dans ces cas-là, c'était tellement important pour les Français, et ça le reste, l'emploi, que se représenter, même si vous avez une cote de popularité 11 points, mais surtout avec une courbe de chômage à l'époque pour Hollande qui continue de croître, c'était pas possible. Je me demande dans quel état va terminer Macron s'il termine bien son quinquennat. Alors c'est pas le cœur du débat, mais je suis pas d'accord sur le fait qu'il finira à 11%. Ça, c'est effectivement. À moins, on pourra en faire un autre débat. Il finira à moins. Mais vous me parlez d'Emmanuel Macron. Après, la responsabilité aujourd'hui, c'est celle du gouvernement qui va devoir bûcher sur ce sujet. Quelle est la marge de manœuvre de ce gouvernement, Chloé Morin ? Le problème, c'est que tous les économistes vous disent que lorsque vous faites des économies, ce qui est nécessaire, il y a forcément un effet récessif sur l'économie. Donc, en essayant de régler le problème des déficits et de la dette, on va accroître les difficultés économiques que l'on traverse aujourd'hui. Donc, le gouvernement est dans une situation très compliquée. En réalité, aujourd'hui, s'il veut préserver l'emploi, il va devoir, à mon sens, revoir la manière de réduire les déficits. Or, je ne pense pas que ce soit possible parce que les délais ne permettent pas de faire les choses autrement. Et puis le Parlement ne le permet pas, parce que c'est quand même pas le gouvernement qui a la main aujourd'hui, il faut le rappeler, ce sont les parlementaires. Et donc, je pense que la situation, tous les ingrédients de la tragédie sont réunis. Ça veut dire, Eric Revel, que d'une certaine manière, pour réduire les déficits, la dette, on a fait le choix de sacrifier l'emploi ? Non. Je suis pas tout à fait d'accord avec Chloé Morin. Je veux dire pourquoi. Parce que j'entends l'idée que si on réduit les dépenses publiques, on aggrave la situation économique d'un pays. Oui, mais à condition que ces dépenses publiques servent l'investissement
et non pas à payer des structures. Or, en fait, la dépense publique en France, il y a longtemps qu'elle n'est plus investie pour faire de la croissance. Et il y a bien longtemps que la dépense publique croît parce que précisément, il faut continuer à payer le train de vie de l'État. Ce sont deux choses totalement différentes. Puis attendez, là, l'Assemblée nationale vient d'achever le volet recettes du budget 2025. Non seulement il n'y aura pas vraiment d'économie sur la dépense publique de structure, mais en plus là on est parti, bon ça se passera pas comme ça parce que Barnier va imposer un 49.3, mais là ils ont chargé la barque de 30 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dans les discussions à l'Assemblée nationale entre députés. Non mais franchement... Oui. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que la réduction des déficits et de la dette n'a pas forcément d'effet récessif lorsqu'on s'attaque à la dépense publique de structure. Donc, c'est le coût des administrations et de tous les doublons, etc. Le problème, c'est que vous savez bien qu'en France, à chaque fois qu'on essaye de s'attaquer au déficit, on s'attaque en premier, parce que c'est plus facile, à l'investissement et on augmente les impôts. Et ces deux éléments-là ont un effet récessif et donc vont accroître. Par exemple, on va augmenter les impôts des entreprises de manière directe ou indirecte et ça va augmenter les effets de la crise que vous décriviez tout à l'heure. Mais c'est pas la réduction des dépenses publiques, c'est l'accroissement de la fiscalité, notamment sur les entreprises, qui va avoir un effet récessif sur la croissance. C'est ça. C'est l'objectif de. Oui, mais enfin, c'est cette fiscalité-là est augmentée dans l'objectif de réduire les déficits publics. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, il faut s'attendre pour le gouvernement à un hiver social particulièrement chaud, Éric Revel. On parlait du défi du budget, mais c'est cela aussi. Oui, puis pour les Français aussi, Benjamin, parce que je signale quand même que les cheminots et leurs syndicats prévoient de nouvelles grèves dans les transports, notamment pour les fêtes de fin d'année, vous voyez. À partir du 11 décembre. Alors c'est bien de penser, évidemment, et je l'ai dit souvent, un salarié qui est viré après 40 ans dans la même boîte, c'est un salarié qui sans doute ne retrouvera pas de travail, mais c'est toute une famille, en fait, qui va être plus la ville dans laquelle il vit, qui va être sans moyens, sans ressources, etc. Donc, faut penser que des licenciements, c'est avant tout, il y a l'aspect humain en premier. Mais pensez aussi à tous ces Français qui veulent se retrouver en fête de fin d'année en famille, comme tous les ans. Alors que les cheminots ont quand même emmagasiné des primes pour les JO. Vous savez, il y avait aussi le chantage à si vous voulez bien que ça se passe dans les transports, filez-nous un peu de blé. Alors là, c'est sur la question du fret. Non, mais très bien. Les négociations sont ouvertes. On verra si grève il y a ou pas. Mais d'accord. À partir du 11 décembre. Est-ce qu'on pense aussi aux utilisateurs? Moi, je parle des clients de la SNCF. Déjà, le prix du train est extrêmement cher quand il fonctionne. Mais là, en plus, on est en train de nous menacer d'une grève au moment des fêtes, comme chaque année. Ça peut être un détonateur social aussi. Il n'y a pas que les plans massifs de licenciement. Il y a aussi des Français qui en ont ras-le-bol, si vous voulez, de gens qui ont quand même l'emploi à vie, qui s'appellent des cheminots, qui partent à la retraite avant les autres et qui en plus vont nous emmerder au moment des fêtes de fin d'année. Claude Morin, explosion sociale attendue ou pas pour cet hiver? On parle de plus en plus des gilets jaunes notamment. Est-ce que ça pourrait être un retour des gilets jaunes à cette occasion? Ça, de toute façon, personne n'avait anticipé véritablement les gilets jaunes, même si on voyait bien que tous les ingrédients étaient réunis pour une explosion sociale. Donc la situation est la même, c'est-à-dire que c'est pas parce que tous les ingrédients sont réunis que l'étincelle arrive pour mettre le feu à la plaine. L'étincelle, personne ne maîtrise exactement quand est-ce qu'elle survient. J'ai plutôt l'impression que la peur des gilets jaunes paralyse l'action publique depuis 2018 et a inhibé le gouvernement sur tout un tas de décisions. On ne peut pas gouverner, à mon sens, simplement dans la peur de mettre en colère les gens. Je pense qu'il faut que les uns et les autres se basent sur la légitimité qu'ils tirent de leur élection. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'est pas légitime sur le plan électoral. Et c'est bien ça qui rend la situation compliquée. Si on avait un gouvernement qui était qui s'appuyait sur une majorité issue des urnes, je vous dirais qu'il déroule sa politique, quels que soient les risques de gilets jaunes 2.0. Là, le problème, c'est que le gouvernement marche sur des œufs parce qu'il n'a pas de majorité dans le pays. Claude Morin, Éric Revel, dites-le franchement, revient dans un instant. Nicolas Sarkozy qui estime que la France n'a pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Ça vous fait réagir? On en parle dans un instant avec Maxime Troulot. Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise.
9h25 sur Sud Radio, mon invité politique dans un peu plus de 5 minutes, ce sera mon invité politique Franck Alizio, qui est député RN des Bouches-du-Rhône. D'ici là, dites-le franchement, Chloé Morin, Éric Revel et Maxime Trouleau qui nous a rejoint. Hashtag on en parle. Maxime, oui. Il y a trop d'enseignants en France. Qui dit cela? C'est un certain Nicolas Sarkozy. Et oui, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui était invité aux Rencontres de l'avenir du côté de Saint-Raphaël. C'était vendredi dernier. Et pour lui, c'est très clair. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne. Je dis des faits. C'est 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. Parce qu'entre les vacances et les week-ends, alors je sais bien, il faut préparer des cours. Je sais qu'il faut corriger les copies. Et je sais que c'est un boulot difficile d'être enseignant. Mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Il y a des centaines de milliers d'enseignants compétents, dévoués et merveilleux. Et il y en a quelques-uns qui choisissent le boulot pour des mauvaises raisons. Et si on vous le dit pas, moi je vous le dis. Voilà, et ces propos ont provoqué un véritable tremblement de terre sur les réseaux sociaux, mais pas que. Le SNUP-FSU a déploré un prof bashing insupportable. Olivier Faure évoque un mépris sur Twitter et parmi un nombre important d'anonymes, effectivement, Nicolas Sarkozy ne s'est pas vraiment fait que des amis. Ça n'a pas changé, dit l'un d'entre eux, un mélange d'ignorance, de démagogie à 2 balles, je cite, de vulgarité gratuite. Témoignage aussi de cette enseignante sur Twitter: je suis en maternelle, grande section et je bosse 40 à 42 heures par semaine. Certains rappellent d'ailleurs à l'ancien chef de l'État que la France comptait en 2022 un peu plus de 850 000 enseignants et non 1 million. Et puis d'autres accusent Nicolas Sarkozy de faire des leçons de morale alors que l'ancien président a été condamné, je le rappelle, par la justice dans l'affaire Big Malion un peu plus d'1 an. Comment expliquer, Chloé Morin, cette sortie de Nicolas Sarkozy à propos des enseignants? Ça vous a surpris? Alors il faut dire que j'étais dans la salle. Donc j'ai vu le contexte. Oui. Nous étions dans la salle. Nous étions tous les deux dans la salle. C'est un hasard d'ailleurs. Mais on n'était pas les seuls. On n'était pas les seuls. Oui. Il y avait énormément de monde, de fans. Il faut vraiment dire que Nicolas Sarkozy garde des fans fidèles. Et pendant 1 heure, il a vraiment fait une sorte de show. Il était très très en forme. Ce qui m'a frappé moi, et cet exemple-là l'illustre, c'est qu'il a quand même, il est à mon sens resté un petit peu en 2007. C'est-à-dire que il défend la politique qu'il a menée alors, les slogans qui étaient les siens à l'époque, donc travailler plus pour gagner plus. J'ai le sentiment qu'entre-temps, la société a beaucoup changé. Et sur la question des professeurs, le consensus de l'opinion aujourd'hui, c'est quand même de se dire que on a besoin de professeurs devant les élèves et que la grande difficulté qu'on a, et celle à laquelle il faut répondre, les responsables politiques doivent répondre, c'est comment on fait pour avoir suffisamment de professeurs devant les élèves aujourd'hui. L'absentéisme, les professeurs non remplacés, c'est des thématiques qui reviennent énormément, que tous les gouvernements successifs essayent de gérer, que tous les parents, chaque rentrée, on a des parents qui hurlent parce que leurs enfants n'ont pas de prof devant eux. Donc l'angle par lequel ils rentrent dans ce débat me semble extrêmement polémique et du coup pas constructif. Parce que sur ces sujets-là, j'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir des discussions constructives et que si on rentre en disant ça dans le débat, on braque tout le monde et du coup on n'avance pas. C'est ça que je regrette. La France n'a pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Éric Revel, au-delà de la polémique. Tout ça s'est passé, comme il faut le resituer, à Saint-Raphaël ce week-end pour les rencontres de l'avenir de l'économiste Nicolas Bouzou, qui lui-même assurait cette interview sur scène au moment où Sarkozy fait du Sarkozy en fait. Sarkozy fait du Sarkozy. Alors si vous voulez, ce qui est très marrant au-delà du fait, il y a quand même un facteur qui est évident. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement actuel propose de réduire le nombre d'enseignants, c'est l'effondrement de la démographie en France. On sait très bien qu'on aura de moins en moins d'enfants scolarisés, et si vous avez le même nombre d'enseignants, on est déjà en train de réduire le nombre de postes. Sur le chiffre, évidemment, Sarkozy fait du Sarkozy. Et en fait, ce qui est très marrant dans ce discours d'1 heure aux entretiens, aux rencontres de l'avenir de Sarkozy, c'est qu'en fait, d'abord, il se place comme s'il était toujours dans le combat politique, candidat à quelque chose, et en fait la fin du discours de Sarkozy, c'est plutôt les adieux d'une rockstar à son public. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti, c'est-à-dire qu'à la fin il se lève,
Les gens sont debout parce qu'il a un public acquis, donc les gens l'applaudissent à tout rompre, etc. Et il remercie le public d'avoir toujours été là dans ses meetings, etc. Et moi, j'ai pris ça, et très humain. Il parle de son grand-père aussi. Il parle de son frère qui était au premier rang, François Sarkozy, le médecin. Et là, j'ai l'impression d'une rockstar qui est au début de la tournée de ses adieux. Il est dans la tournée des adieux. Vous partagez cette analyse d'Éric Revel, oui? Non. Oui, et en même temps, il a quand on le voit, quand on voit la manière dont il parle de l'international, de Poutine, de ses relations avec Angela Merkel, on n'a vraiment pas l'impression de quelqu'un qui est en train de raccrocher les gants. C'est quelqu'un qui est quand même. Ses souvenirs, en fait. Oui, bien sûr. Angela Merkel. Bien sûr, Angela mais on Merkel, se dit. Elle a raccroché les crampons, hein, Chloé. Hein. Oui, mais on se dit, il pourrait être président de la République aujourd'hui. Je veux dire, il fait pas vieillot. C'est ça que je veux dire. Mais comme je disais, il a un problème d'actualisation de son logiciel. Je parle même pas de la polémique sur les millions, mais le diagnostic, il est très bon. Mais si je devais être extrêmement dur avec Nicolas Sarkozy, je dirais dommage qu'il n'ait pas été président de la République. On terminera là-dessus. Éric Revel, Chloé Morin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous également. Maxime Trouleau, dans un instant, mon invité politique jusqu'à 10h. Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône. On parlera notamment d'Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il sera bel et bien présent en tribune au Stade de France pour assister au match France-Israël. À tout de suite.